Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Adrien Calverac. Je m'occupe de la partie écosystème innovation pour la France chez Capgemini et je m'occupe aussi de développer le sujet blockchain au sein du groupe. Je vais vous parler blockchain aujourd'hui et plus particulièrement du projet qui s'appelle White Flag, qui est un projet dans la défense qu'on a développé depuis presque 3 ans aux Pays-Bas, en partenariat avec la Croix-Rouge d'une part et le ministère de la Défense d'autre part. Donc, l'objectif de départ de White Flag est de créer un système qui nous permette de prévenir la perte de vie humaine qui pourrait être causée par un manque d'information sur des zones de désastres, de catastrophes naturelles ou sur des zones de conflit. Donc pour ça, il nous faut créer un système qui nous permette de partager de l'information très précise sur une situation donnée, de partager cette information entre toutes les parties en présence, que ce soit des forces militaires, des ONG, des journalistes, peut-être même des civils. Il nous faut un système qui soit complètement neutre pour éviter toute considération géopolitique. Et il nous faut un système qui nous permette de faire appliquer, de créer des preuves pour le droit humanitaire international. Donc, comment fonctionne White Flag? Très simplement, pour la partie connectivité, on s'appuie bien sûr sur Internet pour avoir une connectivité globale. On va s'appuyer sur les réseaux blockchain publics. Donc, quand je dis réseau blockchain public, ça peut être Bitcoin, ça peut être Ethereum, ça peut être tous ces réseaux-là qui aujourd'hui sont publics et qui sont non gouvernés. On s'appuie sur ces réseaux-là pour 2 raisons. La première, c'est que justement, ils sont accessibles par tout le monde et ils ne sont pas gouvernés par une personne ou par une organisation qui pourrait avoir des intérêts quelconques dans la zone de conflit en question. Et la deuxième raison, c'est pour bénéficier d'une persistance, d'une intégrité et d'une non-répudiation des données. Et au-dessus de ça, on va créer la couche White Flag, qui est dans le protocole, et qui va nous permettre, 1, d'authentifier quelles sont les forces en présence, et 2, pour ces forces en présence, leur permettre d'envoyer des messages prédéfinis à tous les acteurs qui sont là, ces messages pouvant être cryptés ou accessibles par tous. Donc qu'est-ce que White Flag? White Flag, c'est un protocole décentralisé qui permet de créer une messagerie sécurisée sur une zone. Donc pour ça, on va envoyer des transactions, on va envoyer des messages sur la blockchain publique, donc qui sont consultables par tout le monde. Et ces messages, ils sont prédéfinis. Il y a une centaine à peu près de messages différents qu'il est possible d'envoyer. Donc on va avoir des signes de protection, de sites à protéger. Donc ça peut être un site de la Croix-Rouge, ça peut être un hôpital. On va avoir des signaux d'urgence sur une situation spécifique ou sur une personne, un individu spécifique. On va avoir des signes de danger. Par exemple, j'ai un champ de mine que je signale. Je vais avoir une révolte locale que je vais signaler. On peut envoyer des signaux sur le statut, pareil, d'un groupe, d'un individu ou d'un bâtiment. On peut signaler une infrastructure, dire à cet endroit-là, il y a un pipeline qui est stratégique pour la population, il y a un centre de traitement des eaux usées, etc. Et je peux également envoyer des informations sur la mission que je suis en train de réaliser. Si je suis une ONG, par exemple, je peux dire ce que je suis en train de faire sur place. Je peux envoyer aussi des requêtes, je peux envoyer des signaux pour se rendre, pour demander une trêve, etc. Qu'est-ce que va apporter White Flag que ne permet pas les réseaux de communication qui sont disponibles aujourd'hui? Ça va apporter un système qui est neutre, on l'a dit tout à l'heure, un système où l'information est très claire et très précise sur une zone donnée, qui est disponible tout le temps, accessible par tout le monde. La source de chaque information va être authentifiée. La donnée via blockchain est complètement intègre, on ne peut pas la modifier une fois qu'elle a été publiée. Ça permet d'avoir de la confidentialité sur certains messages qu'on va crypter, et ça permet d'avoir un système qui est transparent au niveau de son fonctionnement. Le protocole est public, n'importe qui peut voir comment il fonctionne. La blockchain est publique, n'importe qui peut voir comment elle fonctionne. Concrètement, comment ça marche?
si on prend l'exemple où on a une zone de conflit, je suis une ONG et je sais qu'à tel endroit, il y a un groupe de population qui ont besoin d'aide et je décide d'envoyer un convoi humanitaire sur cette zone-là. Pour faire ça, je vais informer toutes les parties en présence de qu'est-ce que je m'apprête à faire. J'envoie un premier message qui va vérifier qui je suis, que le compte blockchain qui publie les messages qui vont venir, c'est bien le compte de l'ONG officiellement reconnu. Donc ça, il y a plusieurs moyens de le faire. On peut envoyer une signature électronique, on peut envoyer la clé de son certificat public de son site internet. Il y a plein de mécanismes qui sont possibles. Ensuite, je vais envoyer un message qui va me permettre de demander l'accès à cette zone en disant, là-dedans, on a pas mal d'informations qu'on peut envoyer, la position GPS de la zone, quel est le contenu du convoi en termes de nombre de véhicules, en termes de matériel envoyé, par où on va passer, quel est mon trajet, quand est-ce que je vais faire ça. Les autres parties en présence peuvent répondre à ce message-là, l'accepter. Il y a même des parties qui peuvent le refuser. Après, tout le monde peut communiquer forcément dans la blockchain, c'est libre. Par contre, comme on sait qui communique, à nous, en tant qu'entité, de savoir quel crédit on donne à chaque information, et ensuite de l'interpréter en conséquence. Quand j'envoie mon convoi pendant le trajet, je peux déclarer ma position en temps réel et informer aussi sur ce que je peux rencontrer, sur l'environnement que je vais rencontrer. Par exemple, D45, ça veut dire il y a une mine qui explose là où je suis. Donc je signale la présence d'une mine ici. Ou D13, ça veut dire il y a une attaque à la bombe ou il y a un engin qui a explosé au moment où je suis passé. Donc tout ça, on le déclare dans une zone précise. Quand j'arrive dans la zone, je vais déclarer à nouveau ma position, l'étendue du convoi. Et là, je peux informer aussi sur ma mission. Par exemple, je suis en train d'apporter de l'aide au niveau sanitaire, au niveau nourriture ou au niveau médical. Ça peut être intéressant tout de suite pour d'autres organisations ou sur la durée. Si on a plusieurs ONG qui interviennent dans une zone, ça permet d'avoir une traçabilité, un historique de tout ce qui a été fait dans cette zone-là. Parmi les autres cas d'usage, on peut marquer des sites protégés ou des sites importants. Un pont, par exemple, on peut dire à quel endroit il est, mais on peut dire aussi quel est son statut. Est-ce qu'il y a une infrastructure importante qui est en train d'être attaquée? Est-ce qu'elle a été détruite complètement? Est-ce qu'elle est opérationnelle, oui ou non? On peut signaler des dangers, comme j'ai dit, un champ de mine, par exemple. Donc ça, n'importe qui peut le signaler, même un civil. Après, à voir quel crédit on y apporte. Mais ça peut permettre, par exemple, à un soldat de l'ONU d'aller sur place, de confirmer, de renvoyer un message pour confirmer qu'il y a bien une zone minée à cet endroit-là, et potentiellement de mettre à jour le statut en disant que peut-être 6 mois après, cette zone-là est déminée. On peut envoyer une preuve de vie, par exemple, pour un journaliste qui va envoyer une preuve de vie journalière à son agence de presse, ou une preuve de position. Ces messages-là, encore une fois, ils peuvent être cryptés, ou ils peuvent être accessibles par tous. On peut envoyer un white flag, donc je me rends, ou une demande de cessez-le-feu, ou négocier des conditions, plus facilement que juste en soulevant un drapeau. Donc voilà, il y a toute une sorte une variété de scénarios qui sont possibles. Juste un petit historique, donc le projet, il a 3 ans. On a commencé à le développer dans notre centre d'innovation à Utrecht, aux Pays-Bas. On l'a présenté à l'armée de l'air qui s'est impliquée, et à partir de ce moment-là, c'était vraiment du co-développement, du co-investissement sur toute la durée du projet. Dès qu'on a une première ébauche de protocole, on a impliqué également la Croix-Rouge internationale, qui est donc partie prenante de cette initiative-là, qui nous a permis notamment de bien dérouler tous les cas d'usage, et côté armée et côté ONG. Et en début d'été, on a ouvert ce protocole, on l'a publié sur GitHub, il est accessible et en open source, tout le monde peut l'utiliser. Et on a créé une fondation qui s'appelle White Flag. Et l'objectif de cette fondation-là est de communiquer et d'aider les ONG ou autres acteurs à mettre en place ce protocole. C'est une fondation qui est vraiment indépendante.
Voilà, ça sera tout pour moi. Merci de votre attention. Si vous voulez plus d'informations, tout est en ligne sur whiteflightprotocol.org. Si vous avez des questions. Oui. J'ai bien compris l'intérêt de ce cas d'usage. En revanche, sa mise en œuvre, je suis un peu plus, me pose un peu plus de questions. Parce que tout repose sur Internet et les réseaux publics de blockchain. Or, en zone de conflit, bien souvent, on n'a plus de moyens de communication à part des moyens de communication militaires. Et à ce moment-là, comment vous allez utiliser votre protocole? Alors, le protocole, c'est un protocole. C'est pas un moyen de communication. Donc après, on n'a pas adressé ici la partie connectivité. Ça, c'est pas dans le cadre c'est pas dans le périmètre du protocole. Le protocole permet d'envoyer des informations. Après, pour ce qui est du moyen de communication, ça, pour l'instant, c'est chacun qui le gère. Nous, ce qui nous importe, c'est de tracer des messages sur la blockchain publique et d'être sûr que ces messages, 1, soient accessibles et 2, soient vérifiés et gravés dans le marbre. Après, par contre, il y a un point qui est important aussi. Le protocole permet donc d'envoyer des messages, mais ensuite, la façon dont on va lire ces messages, dont on va interpréter ces messages, tout ça va être dans une application qu'on va développer pour chaque entité. Et c'est là-dedans qu'on va mettre la logique métier, en fonction de ce que veut faire l'entité, l'ONG, l'organisation, etc., pour pouvoir interpréter ces messages. Est-ce qu'on va vraiment remonter tous les messages qui ont été publiés? Est-ce qu'on remonte que certains types de messages, parce que là, ça m'intéresse? Est-ce qu'on remonte que les messages dans une zone précise? Est-ce qu'on remonte que les messages des organisations que je connais? Tout ça, après, c'est vraiment la logique qu'on va aller développer dans l'application qui va aller interagir avec la blockchain. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça y répond. Vous avez parlé d'un pilote, c'est sur un conflit réel? Alors le pilote, c'est quelque chose qu'on est en train d'implémenter avec la Croix-Rouge. On commence avec des zones plutôt de catastrophes naturelles, parce que c'est moins sensible, au moins pour tester vraiment comment ça marche, quels sont les différents problèmes, etc. On a fait des premiers pilotes in utero, entre guillemets. On n'est pas vraiment sur des vraies zones où il y a besoin d'une coordination. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt sur des types zones de désastre. Vous avez d'autres questions? Ok, merci à vous. Merci beaucoup.